Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Évidemment, je suis comme toujours, depuis le début de saison, avec mes deux acolytes. Et commençons par la nouvelle star de ce plateau, Robin Watrin, rédacteur en chef de la Chronique du vélo. Salut Joseph, salut Paul, très content d'être là et j'ai rarement été aussi bien présenté. Et à ma gauche, du coup, avec Polo, évidemment, indéboulonnable. Comment vas-tu, Polo ? Nickel, hâte de commencer cette émission et hâte de voir ce que vaut Robin au chant et à la chanson. Toi, bizarrement, t'es toujours très chaud quand tu sais qu'on va parler des Français. Hein. Ouais, et on en parle un peu avant l'émission. On n'est déjà pas d'accord sur beaucoup de choses, donc ça va être sympa à suivre à mon avis aujourd'hui. On va parler du coup de Thibaut Pinot, on va parler de Romain Bardet, on va parler de Julien Alaphilippe et on va parler d'autres Français notamment. Mais on va commencer par l'actu de ce début de saison avec la première course de la saison qui était le Tour Down Under. C'est parti pour les news. Donc la première information de la saison, c'est la victoire de Darrell Impey sur le Tour Down Under. Les amis, qui a été, disons-le, une belle surprise parce que c'est la deuxième fois de suite qu'il remporte cette course. Est-ce que vous avez été surpris de le voir garder son titre, Robin ? Surpris légèrement, oui, je l'étais déjà l'année dernière en fait, donc je pensais pas qu'il allait nous refaire le coup. Je pensais que la montée de Willunga Hill allait faire plus d'écart et qu'un garçon comme Richie Porte allait peut-être remporter le général. Finalement, ça n'a pas suffi et Darrell Impey fait le doublé. Je crois que c'est le premier dans l'histoire du Tour Down Under, en plus en 20 ans. Donc c'est plutôt joli pour lui. Ouais, moi, à l'image de ce que vient de dire Robin, j'étais surpris l'année dernière, mais du coup, je ne l'étais pas cette année. Je trouve que c'est une course qui, mine de rien, convient plutôt à ses qualité de puncher finisseur. Willunga Hill, c'est dur, mais c'est pas long. Et au final, on a vu qu'il a très bien réussi à s'accrocher. Comme l'a dit Robin, ça n'a pas fait du tout d'écart, puisque Darrell Impey est classé dans le même temps que Richie Porte à l'arrivée. Surprise l'année dernière, surprise cette année, un peu moins. C'est une course du coup qu'il a remporté l'an passé. C'est une course qu'il voulait remporter cette année aussi. Il a vu que ça lui convenait parfaitement. Donc, pas une énorme surprise pour moi non plus, Joseph. Et Richie Porte, est-ce que vous avez été étonné de le voir, de voir que ça lui a échappé, ou est-ce que vous êtes, disons, satisfait de le voir remporter cette étape à Willunga Hill qui semble lui appartenir totalement, quoi. C'est ça. Je pense pas qu'il puisse faire beaucoup plus que ce qu'il a fait là. Il y avait qu'une étape qui lui convenait, il l'a remportée. Il a fait le travail. Ça fait 6 ans, 6 éditions consécutives qu'il remporte cette étape au sommet de Willunga Hill. Il a fait sa part du travail. Après, est-ce que ça veut dire grand-chose pour la suite de la saison ? Je pense vraiment pas. C'est du classique Richie Porte, mais c'est toujours bien pour lui à domicile de remporter cette étape. Moi, je pense que c'est important parce que, mine de rien, il avait du monde derrière lui et cette victoire, elle est, je trouve, cette année moins anodine que les années précédentes. Il est dans une nouvelle équipe, on se demande un peu où il en est, que ce soit physiquement, au niveau des repères avec sa nouvelle équipe. Il arrive, il claque son étape, il bat un Wout Poels qui avait l'air plutôt en forme, bien aidé par Kenny Elissonde. Il bat aussi Gros travail de Kenny Elissonde, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu la course. Il bat aussi Michael Woods. Hein. Ouais. D'ailleurs, Richie Porte qui l'a dit, j'ai eu énormément de mal à sortir du peloton parce que quand Kenny Elissonde imprimait ce tempo-là, je me suis demandé comment j'allais faire pour sortir. Non mais clairement, je trouve que c'est une étape rassurante pour Richie Porte avec tout ce qui s'est passé cette intersaison, son changement d'équipe, des habitudes à reprendre. Non, moi en fait, c'est la 6e fois qu'il gagne, mais je trouve ça rassurant d'un côté pour l'Australien. C'est peut-être le fait de ne pas le voir gagner finalement qui aurait pu inquiéter, Tout à fait. Alors que là c'est juste normal, on va dire. Il n'y a pas eu uniquement Richie Porte qui a gagné une étape sur ce Tour Down Under, donc il y avait 6 étapes. Il y a Elia Viviani, Pat Bevin, Peter Sagan qui en a gagné une évidemment, Darrell Impey qui a gagné, il n'a pas fait que simplement gagner le classement général, et Jasper Philipsen en plus qui a donc profité de la disqualification de Caleb Ewan sur ses sprints. Messieurs, est-ce qu'il y a un homme qui vous a plus impressionné que les autres ? Impressionné, je sais pas, mais celle que je retiens, c'est celle de Jasper Philipsen, et ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur la team UAE. Va quand même y avoir un sacré problème de sprinter au bout d'un moment, quoi. Si on a ce jeune Belge qui commence à monter, je crois qu'il a 20 ans. Tu rajoutes à ça Christophe et tu rajoutes à ça Gaviria. Bon, Philipsen est encore jeune, mais il va quand même falloir faire des choix forts chez UAE. Ça va pas être. Ou alors c'est une équipe qui se spécialise un peu plus dans ce domaine-là. Et c'est une bonne chose. Je pense que ce serait en tout cas de leur part assez intelligent quand on signe Gaviria de mettre les moyens derrière et d'avoir des jeunes qui vont pouvoir apprendre aux côtés de Gaviria et l'emmener sur les premiers sprints de la saison et même les premières saisons. Après, est-ce que ce sprint-là vaut beaucoup ? Encore une fois, moi je me pose la question. On a beaucoup vu ces dernières années Caleb Ewan écraser la concurrence sur les sprints du Tour Down Under. Ça ne suivait pas forcément sur le reste de la saison. Viviani, Sagan, on sait que ce sont des valeurs sûres. Le sprint de Viviani était assez impressionnant. C'est celui-là, moi, que je retiens. Pareil. Franchement,
le plus, c'est la manière dont il va passer le long des barrières et se décaler pour ensuite exploser et gagner avec 2 vélos d'avance. Ça fait un moment que j'ai pas vu un sprinter gagner avec une telle aisance en fait. Non, je pense que Viviani c'est clairement le plus rapide des gens qu'on vient de citer. Et en plus de ça, oui, son sprint est impressionnant. Il a aucune peur. Tu sens que c'est quand même un coureur en confiance. Je pense que le départ de Gaviria, ça a dû le mettre dans de parfaites conditions chez Quick-Step. Et ça annonce une très grosse saison pour l'Italien, ça c'est sûr. Petit mot de Caleb Ewan, qu'est-ce que vous avez pensé de sa disqualification ? Un peu dur. Je pense que ça peut aller dans les deux sens. On peut le disqualifier comme ne pas le disqualifier. On a eu des disqualifications pour moins que ça déjà. On a eu des cas avec Nasser Bouhanni où on était peut-être plus scandalisés. Donc, beaucoup de boules là quand même. Ouais. Moi, je suis pas scandalisé qu'il ait été disqualifié. Moi, je trouve que je suis pas scandalisé non plus, mais je pense qu'on aurait pu laisser la course se dérouler puisque ça n'influence pas du tout sur le sprint final, puisque c'est quand même assez loin de l'arrivée. Je trouve que les deux, ils vont quand même de leurs épaules et un peu de leur tête. Les deux, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est en gros, ils mettent avec Philipsen. C'est ça. C'est ça. Et non, moi, je suis pas scandalisé, mais j'aurais laissé la course se dérouler. En plus, c'est lui qui gagne. Comme je l'ai dit, ça n'a pas d'influence sur le sprint. Tu sais, il fait pas d'écart ou quoi que ce soit. C'est peut-être parce qu'il gagne justement qu'il est disqualifié. S'il fait une place d'honneur, peut-être qu'il n'y a pas la même attention. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas d'écart. Il n'empêche pas Philipsen de faire son sprint à côté. Ouais, non, je trouve ça un peu dur pour Caleb Ewan. En plus, c'était pas une bonne semaine pour lui de toute façon. Oui. Il s'est raté sur ses sprints. Il en a fait du coup celui-là où il est disqualifié. Sinon, il en fait qu'un seul autre. Donc, c'était pas idéal. J'en avais parlé la semaine dernière. Je me suis dit, oula, attention à la bonne surprise Caleb Ewan cette année. Il a déjà remporté le critérium du Tour de Under. Ouais, c'est le signe aussi qu'il faut. Semaine plus tard, il a un peu tout raté chez lui, le pauvre. C'est le signe qu'il faut s'adapter à cette nouvelle équipe aussi. Aussi, exactement. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de messages passer en remettant un peu en cause la légitimité du Tour Down Under et ses résultats. Vous, est-ce que c'est une course que vous avez regardée avec plaisir, même si elle était évidemment en pleine nuit pour nous, mais il y avait des rediffusions. Est-ce que vous avez regardé ? Est-ce que vous avez apprécié regarder ce spectacle-là ? Pas spécialement de mon côté. J'ai toujours du mal avec cette course, pas pour être snob envers les courses qui se dérouleraient hors de l'Europe, mais j'ai l'impression que le vélo est tellement différent des autres sports où il y a une date qu'on peut cocher comme étant le retour de la compétition de la vraie. Là, on revient mais par petits bouts. On nous donne des apéritifs, mais il n'y a pas encore de grands festins. Donc, on se contente de ce qu'on a pour l'instant, mais pour avoir notre vraie dose de vélo, il va falloir attendre encore un petit peu. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que je suis assez d'accord avec le fait que ce soit une course pas en Europe, la première course de l'année, il fait beau alors que chez nous, il fait froid. On a du mal à se dire, ah, ça y est, c'est la rentrée. Mais une deuxième chose, c'est le retour du cyclisme, quoi. Tu sais, tout simplement, le retour du cyclisme, le retour des grands noms. On revoit Cadel Evans avec son nouveau maillot, etc. Moi, j'étais hyper hypé par cette course, comme chaque année, en fait. Je me souviens, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux où on se demandait un peu quelle course était le vrai début de saison du cyclisme. Non, la Tropicale Amissa Bungo peut-être. La course en Guinée qui a été remportée. Gabon. J'aimerais bien qu'on en parle un peu juste après, mais pour moi, non, le Tour de Under reste le début de cette saison cycliste. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Après, manque peut-être de relief ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas les courses où il y a aussi peu de relief avec les petites arrivées. Oui, c'est une course globalement pour les sprinteurs et après il y a un dernier bouquet final. C'est plus le profil qui me ferait ne pas forcément regarder les étapes en pleine nuit, mais au-delà de ça, c'est le retour du vélo et tous les matins, j'étais là pour savoir qui avait gagné. Tu voulais parler de la Tropicale Amissa Bungo, la course en Afrique du coup qui se déroule en Guinée. Ouais, Gabon. Guinée équatoriale et Gabon. D'accord. C'est les deux. Moi, non, je voulais juste revenir sur ce dont on disait avant l'émission, sur ce petit débat qui disait oui, les équipes continentales comme Arkea, comme Direct Energy et comme Vital Concept se battent déjà pour avoir une place sur le Tour de France et c'est marrant parce que c'est les trois premières équipes qu'on retrouve à l'arrivée de la première étape. Bonifacio notamment a battu Greppel sur le premier sprint. Moi, je pense pas qu'en vérité les invitations se jouent là-bas, mais il faut emmagasiner de la confiance pour ces équipes. On se rappelle que l'année dernière... Surtout, il y a un face-à-face direct. C'est ça. Après, je pense vraiment pas qu'au moment de choisir, ASO regardera les résultats de la Tropicale, mais on se rappelle que l'année dernière, des équipes comme Fortuneo et Vital Concept avaient eu du mal à se lancer. Donc là, autant emmagasiner de la confiance tout de suite et que l'équipe se lance, parce qu'on sait que ça va se jouer dans les 2 premiers mois. Donc, et puis même ce duel, déjà, avec l'impact que ça a sur les réseaux sociaux, avec cette histoire d'invitation, je pense que ça peut aussi attirer l'œil d'ASO, notamment sur cette course. Donc Nicolas Bonifacio a bien fait de la gagner
gagner pour son équipe, je pense. Bon, messieurs, les news, c'est intéressant, mais quand même, j'avais envie de commencer à parler de débats un peu plus global, un peu vous écharper. Et on va parler des Français qui vont démarrer la saison 2019. Mais juste avant, pour mettre l'eau à la bouche, on va parler on va commencer par le focus avec la partie sur donc ta partie, Romain Watrin, qui va donc concerner la chronique du vélo. Voilà, donc c'est une toute nouvelle partie dans l'émission Roue Libre, donc qui va être la partie de la chronique du vélo. C'est pour ça que tu nous as aussi rejoint sur ce plateau, Robin. Aujourd'hui, tu vas commencer par un petit top 5 assez croustillant, je crois. C'est ça, en fait, c'est la partie finale du top 50 qu'on a publié sur notre site il y a une dizaine de jours. Donc un format qu'on a voulu mettre en place un peu basé sur ce qui se fait dans les sports américains. On sait que ESPN, par exemple, est friand de ce genre de top 50. On a voulu l'adapter au cyclisme avec un critère, en fait. En début de saison 2019, si on était le manager d'une équipe, qui est-ce qu'on prendrait en tant que leader? Donc voilà, le résultat, là vous voyez avec les 5 premiers, donc on voit la belle photo, avec un bel indice en photo, voilà, exactement. Donc cet homme-là fait partie du top 5. Et donc les 8 des rédacteurs de la rédaction ont voté. Il y a eu 2 tours de vote. Au final, un classement, on a retiré les votes les plus élevés, les votes les plus bas. Donc on découvre là votre classement avec évidemment voilà. J'ai envie de dire pas de peu d'ailleurs, parce que c'est Peter Sagan qui a gagné. C'est ça, comme l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on fait ce classement. L'année dernière, c'était très serré entre Sagan et Froome. Cette année, il y a un peu plus d'unanimité, on va dire. Avec Froome qui perd un petit rang. C'est ça, exactement. Et l'arrivée de Simon Yates. Valverde et Dumoulin, eux, étaient déjà très bien placés l'année dernière, mais ils n'étaient pas dans le top 5 non plus. Ils ont grappillé quelques places. Donc voilà. Et à l'inverse, on a des coureurs comme Van Avermaet ou Kwiatkowski qui payent un petit peu leur saison 2018, même si l'exercice 2018 n'était justement pas du tout le seul critère. Donc quels sont les arguments pour mettre Peter Sagan leader de ce classement? Je pense que Peter Sagan est l'un des coureurs les plus fiables du peloton, peut-être le plus fiable. Donc il a gagné l'année dernière le Paris-Roubaix. Il y a 3 ans, c'était le Tour des Flandres. Il est en train de se bâtir un palmarès assez énorme. Il a remporté un 6e maillot vert. Même s'il a perdu son titre de champion du monde, il reste le coureur qui polarise l'attention dans le peloton. N'importe laquelle des courses sur laquelle il va, on va s'y intéresser. Il est présent à la fois sur les classiques de printemps. Cette année, il veut même viser les Ardennaises. Il est présent sur le Tour de France, il est présent aux mondiaux. Je pense qu'il y a, on le voit au niveau des points, il n'y a pas eu grand débat parce que Peter Sagan est le numéro 1 du peloton. Et moi, ce qui m'intéresse quand même, Paul, je sais pas toi, c'est de savoir ce que Robin quand même avait mis comme top 5. C'est une bonne question, ça. Alors, qu'est-ce que tu as mis, toi? J'avais mis Peter Sagan en premier et j'avais mis Geraint Thomas en deuxième. Alors, ah, merci. Tout à fait. Pour moi, c'est l'un des grands absents. Alors, il est 7e dans notre classement global, mais donc comme on était 8 rédacteurs, mon vote ne comptait pas plus que celui des autres. C'est pas normal, ça. Et finalement, je suis celui qui avait mis Geraint Thomas le plus haut. Mais mon vote n'a pas pesé assez. J'avais mis de mémoire Simon Yates en 3e place, Christopher Froome et j'ai un doute sur le 5. Tu étais quand même beaucoup basé du coup sur la saison 2018 et les forces en présence. Tout à fait. En fait, on ne peut pas oublier cette saison 2018, mais elle n'est pas le seul critère. Par exemple, Peter Sagan est sûrement pas le coureur de l'année 2018 comparé à Simon Yates, à Chris Froome, à Geraint Thomas. Pourtant, il est assez unanimement cité en première position. En revanche, un coureur comme Simon Yates a fait un énorme bond parce qu'il a fait une année 2018 exceptionnelle, mais personne ne l'a placé premier, il me semble, parmi nos 8 rédacteurs. Alors que Chris Froome ou même Alejandro Valverde, qui ont fait des grosses saisons sans être les numéros 1, ont bénéficié de leur statut, de leur palmarès sur les 5-6 dernières années pour se hisser plus haut. Toi, Paul, si tu veux faire un petit top 5, est-ce que tu choisirais ce même classement avec Peter Sagan comme leader? Donc on est d'accord qu'on parle d'un top 5 des coureurs qu'on aimerait avoir comme leader cette année. C'est ça. Du coup, ça prend peut-être plus de sens. Moi, j'avais pas encore les critères, mais j'étais un peu surpris de ne pas retrouver et Julien Alaphilippe et Geraint Thomas dans ce top 5. J'avais placé Julien Alaphilippe dans mon top 5, ouais, justement. Moi, c'est clairement l'homme que je choisis. J'oubliais le 5e nom. Évidemment, je suis français, mais du point de vue du talent. Et dans notre classement, il arrive 6e. C'est ça. Mais tu vois, par rapport à un Dumoulin, j'aurais mis un Dumoulin un peu plus derrière par rapport à Geraint Thomas ou un Julien Alaphilippe. Après, pour construire une équipe, du coup, Dumoulin, ça a du sens de le voir dans ce top 5. Peter Sagan, aussi. De toute façon, c'est la star du peloton. C'est un mec qui gagne tout au long de l'année. En tout cas, si je suis chargé de business chez Bora ou dans une équipe, je prends Peter Sagan. C'est le cycliste qui fait vendre, qui a une belle image. Il y en a très peu au final. Donc, Peter Sagan, ça peut être une bonne question. Quel coureur vous prenez là, si vous avez un choix
quel coureur vous prenez pour commencer Peter votre Sagan. équipe comme leader? Sans aucun doute, je prends Peter Sagan. Je suis le top 5 de l'année 2018 de Chronique du Vélo. Toi aussi, Robin? Tout à fait, moi j'avais placé Peter Sagan premier et donc sur nos 8 rédacteurs, 4 l'avaient placé premier. Et après on a eu une fois Alaphilippe, une fois Valverde, une fois Froome et une fois, j'ai oublié le dernier, je crois pas que ce soit Yates, mais je me trompe peut-être. Moi, Valverde, non. Moi, Sagan, ouais, je tendance à vous suivre, même si moi je suis plus je préfère les grands tours, on va dire, et j'ai envie d'avoir un gros leader de grands tours. Donc pour ça, je pense que je prendrai quelqu'un de la Sky ou du Moulin. Non, vous savez quoi, je vais partir sur Dumoulin plutôt. Je vais choisir un mec là aujourd'hui. Dans ces coureurs de grand tour, c'est pour ça que Dumoulin et Froome se retrouvent devant un Geraint Thomas qui a pourtant gagné le Tour de France. Là, la question de la fiabilité est beaucoup entrée en jeu, sans qu'on ait à se concerter entre rédacteurs. Ça a été un critère important, puisque Geraint Thomas a fait une grande saison pour l'instant sur les grands tours, et on ne sait pas s'il est capable de reproduire le même type d'exploit, alors que Dumoulin et Froome sont là depuis plusieurs années et ont prouvé depuis plusieurs grands tours qu'ils étaient toujours présents. Et même Dumoulin, au sein de ces grands tours, a toujours été très constant, en finissant notamment sur le podium du Giro et du Tour cette année, en gagnant le Giro l'année dernière. C'est quand même une valeur plus que sûre aujourd'hui sur les grands tours. Donc oui, je pense que moi je partirais plus, si je devais choisir un mec aujourd'hui pour commencer une équipe, je partirais sur Tom Dumoulin. Bon, après ce petit aparté de cyclisme fiction, les amis, parce que nous ne sommes malheureusement pas directeurs sportifs. Heureusement, peut-être. Oui, heureusement. Moi j'aimerais bien. D'ailleurs, il y en a des personnalités du cyclisme qui deviennent directeurs sportifs qui n'y étaient pas dédiés. Je pense notamment à Tanguy Turgis qui va le devenir sûrement. Qui était avec Vital Concept chez en stage Vital Concept. ces dernières semaines. Ouais. Et qui n'était pas forcément dédié à le devenir, mais qui se dit c'est quand même une option intéressante. On va se tourner, messieurs, vers la saison 2019 des Français. On va se demander dans un petit débat quel Français va faire la meilleure saison. C'est parti. Avant de découvrir les programmes donc, des différents Français et des différents favoris, je vais vous demander, Paul, Robin, quel est tout simplement, selon vous, le meilleur Français qui va faire sa saison, sans forcément parler du programme? Moi, j'opterais pour Julien Alaphilippe, qui est le coureur français qui m'a le plus impressionné en 2018, qui a fait pour moi la plus belle saison. Et je l'imagine être encore le Français numéro 1 en 2019. J'espère qu'il franchira un cap, qu'il gagnera un monument. Il en a les capacités. Mais bon, en préambule, il faut quand même préciser que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tel plateau de coureurs français et qu'on n'avait pas eu à choisir entre autant de coureurs capables de briller sur les monuments ou sur les grands tours. Moi, ce sera Thibaut Pinot. J'ai l'impression qu'avec cette victoire sur le Tour de Lombardie, il a vraiment franchi un cap. Il reste sur les grands tours sur cette déception du Giro où il méritait quand même beaucoup mieux, c'est-à-dire un podium et un très beau podium. Je le trouve peut-être intrinsèquement, et peut-être que je me trompe, mais je trouve intrinsèquement un chouïa plus fort que Romain Bardet, notamment peut-être sur le contre-la-montre. Je sais pas, j'ai ce flair, j'ai cette envie en tout cas personnellement de voir un Thibaut Pinot briller sur le Tour de France. On l'a quand même rarement vu, enfin moi depuis quelques années, depuis 2014 au moins, vraiment briller sur cette course. Et j'ai l'impression que là, avec ce déclic, cette fin de saison italienne, etc., cet objectif tourné exclusivement sur le Tour de France cette année, ça n'a pas fait de doute une seule seconde dans son esprit, un Tour de France qui passe par chez lui. Non, je pense que ça va être la grosse année de Thibaut Pinot cette saison. Et d'ailleurs, Paul, restons sur Thibaut Pinot, c'est parfait. On va découvrir le programme de Thibaut Pinot en ce début de saison, qui a donc décidé de ne pas aller sur le Giro et sur la Vuelta. On ne sait pas encore, mais pour le moment, il ne va pas aller sur le Giro. Donc en 2018, il avait fait du coup Tour du Haut-Var, Tour de Catalogne, Tour des Alpes et du coup Giro, Tour de Pologne et Vuelta. En 2019, il y a une modification du coup parce qu'il va aller comme objectif principal le Tour de France et il va aller chercher évidemment le soleil. Thibaut Pinot, il adore ça, la Provence, le Haut-Var. Et après, il va aller sur Tirreno Adriatico, le Tour de Catalogne une nouvelle fois pour se préparer avec 2 tours d'une semaine, le Tour de l'Ain et le Critérium du Dauphiné pour le Tour de France. Robin, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce de Thibaut Pinot? Est-ce que tu penses qu'il a pris les bonnes décisions?
Le programme pour viser le tour semble très cohérent, oui. Après, je pense que de toute façon, chez Groupama FDJ, on sait faire, que ce soit pour un grimpeur, pour un sprinter, ils ont l'expérience, ils savent se préparer pour le Tour de France. Après, pour Pinot, personnellement, on sait qu'il a une histoire compliquée avec le Tour. Donc, est-ce que lui a fait le bon choix ? Je ne sais pas. De toute façon, il a sûrement pas fait le choix tout seul non plus. Marc Madiot avait sûrement très envie de le revoir sur le Tour après 2 ans concentrés sur le Giro, même s'il y était allé en 2017 sans grand succès sur le Tour de France. En tout cas, son programme, oui, clairement, il est cohérent. Il passe par Tirreno Adriatico où il sera un peu plus tranquille que sur Paris-Nice. Il aura l'Italie qu'il aime bien. La Catalogne lui convient aussi, on l'a déjà vu. Le Tour de l'Ain, il connaît très bien, même si c'est à une nouvelle date maintenant, c'est plus à la fin de l'été. C'est une course qu'il a déjà gagnée. Donc oui, tout ça semble très très cohérent. Sur le Tirreno, Paul, toi, tu penses qu'il fait exprès là de rester un peu loin du public français pour le moment, de préférer Tirreno à Paris-Nice ? Non, je pense pas que ce soit une question de rester loin du public français. Je pense que c'est surtout une question d'amour pour l'Italie. Là, son programme, il va quand même beaucoup moins courir en Italie que les années précédentes. C'est quelqu'un qui adore l'Italie. On l'a vu l'année dernière, que ce soit sur le Giro, sur le Tour de Lombardie, même sur l'Estrade Bianche il y a 2 ans. C'est quelqu'un qui se sent très bien là-bas, qui a fait un choix, à mon avis, je pense que quand t'as grandi dans le Doubs, vers Sochaux, t'aimes bien le soleil un peu. Et quand tu peux y aller, je pense que tu y vas. Exactement. Et en plus, bah, voilà, tu m'as coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, l'Italie, c'est quelque chose qu'il adore. Je pense que cette année, le Giro, il le fait pas, mais c'est un peu à contre-cœur. Je pense que il y a quand même des obligations pour une équipe française, avec Groupama FDJ, avec Marc Madiot, etc., de participer au Tour de France. Bon, là, cette année, ça a été clair dès le début de saison. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Voilà, maintenant, on n'en parle plus. Mais je pense que, voilà, oui, le choix de Tirreno Adriatico, c'est un choix du cœur. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup mieux pour lui que le profil de Paris-Nice. Après Thibaut Pinot, on va découvrir le programme du deuxième Français qu'on a choisi, donc qui est le programme de Romain Bardet. Et Romain Bardet qui, comme Thibaut Pinot, a longtemps hésité. Il dit qu'il y a eu une vraie discussion avec le staff d'AG2R, mais il a décidé d'aller sur le Tour de France en 2019 et donc d'enchaîner une nouvelle fois avec le Tour de France. Donc vous découvrez donc ce programme. En 2018, il avait fait la Marseillaise, il avait fait l'Estrade Bianche et le Tirreno Adriatico, le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné, Tour de France, et en 2019, Tour du Haut-Var, donc avec Thibaut Pinot. Lui, il préfère aller sur Paris-Nice ensuite. Milan-San Remo, Tour de Catalogne, Liège-Bastogne-Liège, Critérium, Tour de France. J'appuie sur Milan-San Remo, pourquoi ? Parce que cette année, moi, c'est la première chose qui m'a étonné dans le programme de Romain Bardet, c'est qu'il n'aille pas sur l'Estrade Bianche, où il avait fini 2e derrière Tige Benoît l'année dernière. Personnellement, moi, j'étais très étonné, pour ne pas dire déçu. Et c'est le choix de faire Paris-Nice aussi qui bloque un peu cette possibilité. Paris-Nice démarre le 10 mars et l'Estrade Bianche sont la veille, le 9. Ah, effectivement, ça peut poser un petit problème. C'est ça. Donc c'est plus possible, surprenant. mais compliqué. Voilà, et c'est plus surprenant finalement de la part de Thibaut Pinot qu'il n'y aille pas lui non plus, alors que c'est aussi une course qui peut lui correspondre, sachant que lui, dans son programme, a le temps. Mais pour Bardet, à partir du moment où il avait choisi Paris-Nice, ça devenait impossible. Ouais, non, moi je suis d'accord, j'ai trouvé ça surprenant, et de la part de Thibaut Pinot et de la part de Romain Bardet. Après, il y a une question de calendrier aussi, ils sont pas forcément sur les mêmes objectifs, quoique Romain Bardet, au final, je trouve que ça lui a quand même bien réussi ce début de saison avec cette super performance sur l'Estrade Bianche. Une course qui, à mon avis, de son profil, lui convient beaucoup plus qu'un Milan-San Remo, qui est une course avec beaucoup plus d'adversaires déjà de très haut niveau, une course où il y a moins de dénivelé. Ça va être surtout premier, ça va être. Mais après, c'est un monument et je pense qu'il faut pas oublier ça. Pour un coureur, c'est important. Pour un coureur, c'est important de participer à des grandes courses comme ça, à des monuments du cyclisme. En plus, il a une certaine attache, Romain Bardet, avec ses grandes courses, ses classiques. On sent que depuis quelques années, il a envie de les découvrir. Oui, il y a beaucoup pris goût, je pense, l'année dernière. Entre l'Estrade Bianche, t'en parlais, Paul, les championnats du monde aussi, qui est une course d'un jour, même si c'est pas une classique à proprement parler. Liège-Bastogne-Liège, où il est de plus en plus performant. Donc je pense vraiment qu'il est en train de prendre goût au classique. Et moi, personnellement, je suis très content de le voir aller sur Milan-San Remo. C'est sûr que c'est pas la course qui lui sied le mieux, mais on a vu Vincenzo Nibali s'imposer l'année dernière. Finalement, Romain Bardet, c'est un peu la même chose que Nibali. Il est capable de faire une différence dans le Poggio, il descend très bien, il pourrait nous faire un coup à la Nibali. Ouais, donc, moi je suis je pense que sur le Poggio, il lui manque un truc, il manque peut-être un peu une giclette vraiment violente, comme on sait que Nibali peut l'avoir. Pas cette année, je suis d'accord avec toi parce qu'il faut plus d'expérience et il me semble que la dernière fois qu'il y allait sur Milan-San Remo c'était en 2012 ou 2013 et qu'il y était allé qu'une fois. Donc Nibali a mis beaucoup de temps avant de gagner. Mais franchement, sur une côte, est-ce que Nibali est vraiment meilleur que Bardet ? Nibali est pas meilleur. Je pense que niveau tactique, Nibali l'avait très bien joué l'année dernière. Après, moi, je me faisais la réflexion quand je préparais l'émission et je me disais,
merde, mais dans le Poggio, il va devoir quand même se séparer dans un laps de temps très court de gros grimpeurs, enfin de gros finisseurs. C'est sûr qu'il est Pas obligé de forcément lâcher des tout le monde. grimpeurs. Est-ce qu'il peut lâcher un Alaphilippe dans le Poggio? Est-ce qu'il peut lâcher même un Sagan? Mais ces Ouais, gars-là peuvent faire des erreurs même aussi. après résister aux deux. Il faut vraiment que ça se regarde. Sur un coup de dé, il peut. Il lui faut des circonstances, Il clairement, faut des mais circonstances. Nibali, c'était la même chose. C'est Il ça. avait aussi besoin d'arriver tout seul, et il a aussi profité du marquage entre les punchers pour sortir et en profiter. Ça- Bardet a besoin de la même chose. C'est ça, sa chance, et c'est la chance qu'ont beaucoup de coureurs qui ont battu Sagan l'année dernière, c'est que tout le monde regarde Sagan comme ils l'ont fait l'année dernière sur Milan-San Remo et sur d'autres courses, notamment le Tour des Flandres aussi. Voilà, ça, je pense que voilà, il faudra des belles circonstances pour que Bardet gagne le Milan-San Remo. Pour aborder cette question de quel Français va faire la meilleure saison, j'ai eu envie surtout de regarder deux questions. Pour le Tour de France, on va se demander évidemment quels ont été les progrès que vont faire AG2R et FDJ dans le domaine du contre-la-montre. Et pour ça, il y a les recrutements qui sont intéressants, notamment celui de la FDJ qui est quasiment uniquement tourné vers ça. Ils ont recruté 3 hommes. On a fait 2 tableaux pour vous montrer les recrutements des 2 équipes, avec du coup 3 recrutements du côté de la FDJ, 3 recrutements qui sont qui viennent tous les 3 en fait de la BMC, avec du coup Kylian Franchini, Miles Scottson et Stefan Kung. Sur la Groupama FDJ, est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison de se tourner uniquement vers le contre-la-montre ? Oui, c'est un choix complètement cohérent. On sait que c'est leur point faible, on va dire. Pinot a besoin d'aide dans ce domaine-là. Au-delà même du contre-la-montre par équipe qui sera important, un coureur comme Kung ou même Franchini peuvent lui apporter des conseils sur comment utiliser son matériel, sur la position à préférer en chrono, sur comment aborder un contre-la-montre. Donc c'est autant de points positifs pour Pinot. Et disons qu'il n'y a pas de risque là-dessus. On sait que Kung va apporter. C'est une valeur à peu près sûre dans les chronos. Pour moi, c'est un des 10 meilleurs rouleurs du peloton. Donc la FDJ a fait clairement une bonne opération en recrutant Kung, et même les 2 autres vont savoir Quitte à ne pas prendre de Français d'ailleurs, parce que c'est une Oui, des oui. premières saisons où d'ailleurs la FDJ ne va pas être très française sur le Tour de France. Il devrait avoir 3-4 coureurs français, pas plus, et encore si on arrive à 4, ce serait beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je me dis que ça peut être la bonne saison pour Thibaut Pinot. Le recrutement qu'a fait la FDJ est excellent. On sait que déjà que Thibaut Pinot, par rapport à Romain Bardet, je pense que physiologiquement a plus ses capacités de briller sur un contre-la-montre. On a déjà vu notamment gagner un contre-la-montre au Tour de Romandie. Il est champion de France aussi du contre-la-montre par le passé. Là, avec Stefan Kung, déjà, pour le contre-la-montre par équipe, on se rappelle qu'il y a 30 km de contre-la-montre par équipe au prochain Tour de France. Déjà, c'est un plus incommensurable. Et en plus, comme tu l'as dit, au niveau des petits conseils sur la position, sur tout ce qui fait un contre-la-montre individuel, qui de mieux que Stefan Kung? Toi, tu le plaçais dans les 10 premiers. J'ai même limite envie de le placer dans les 5 meilleurs spécialistes du chrono du monde en ce moment. Donc, ouais, non, c'est du tout bon pour Thibaut Pinot. Je parle exactement des contre-la-montre du coup sur le Tour de France, parce qu'il y aura 2 contre-la-montre sur le Tour de France. Il y aura un contre-la-montre par équipe de 27 km et il y aura un contre-la-montre de 27 km aussi individuel. Le premier sera à Bruxelles, donc vous le voyez à gauche, c'est la 2e étape. Et la deuxième contre-la-montre, ce sera sur l'étape numéro 13 du coup, qui sera à Pau du coup. Par contre, le recrutement de AG2R n'est absolument pas tourné vers le contre-la-montre par équipe, et qui d'ailleurs est plutôt léger. Pareil, 3 recrutements, mais 3 hommes qui ne sont pas les plus connus ou qui ne sont pas des noms comme peut l'être Stefan Kung. Voilà, on les découvre d'ailleurs, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Donc il y a Larue Arbas qui vient de Aquablue du coup, Dorian Godon, Geoffrey Bouchard, Janko Anninen, un futur sans doute bon coureur. Mais voilà, moi je l'ai trouvé, je vais pas mentir, je vais être clair, je l'ai trouvé léger sur recrutement. Il est léger sur recrutement, mais je pense que la plus loin. Oui, et à la fois le budget et la masse salariale d'AG2R sont pas non plus extensibles à l'infini. Si on regarde les recrutements des 3 dernières années, il y a Nezen, Vandenberg, Mathias Frank, Alexandre Géniès, Tony Galopin, Ils ont Sylvain fait le Dilly taf qui sur sont les arrivés. autres années. J'ai l'impression, oui, ils peuvent pas chaque année recruter 1 ou 2 gros noms. Les recrutements précédents ont été très réussis, je trouve. Et donc maintenant, il faut bâtir avec ce qu'ils ont. Ils ont une équipe très cohérente, ils ont des hommes pour accompagner Bardet, ils ont des coureurs qui sont bons en chrono, comme Sylvain Dillier, comme Tony Galopin. Ils ont Pierre Latour aussi, tout à fait, champion de France du contre-la-montre. Ils ont Oliver Nazen qui est à la fois un coureur capable d'accompagner Bardet dans la plaine, capable de briller par lui-même sur toute la période des classiques. Donc pour moi, l'équipe d'AG2R est très cohérente, et je comprends finalement qu'il n'y ait pas eu de grands chambardements au mercato. L'équipe d'AG2R est cohérente, mais il leur manque quand même cette expérience des contre-la-montre par équipe. On l'a vu encore l'année dernière, même si il me semble que Sylvain Dillier, qui est quand même l'un des meilleurs rouleurs, avait abandonné juste avant. Tony Galopin n'était pas au Tony top. Galopin était blessé.
On les voit qui sont en train énormément de le travailler. J'ai vu une vidéo notamment d'AG2R sur leur Twitter où on les voit en Espagne travailler à plusieurs reprises cet exercice. AG2R, et c'est ça qui est quand même appréciable, c'est que ces deux équipes françaises, que ce soit AG2R et la FDJ, se professionnalisent au fil des années. Et plus les années passent, plus l'écart avec les grosses écuries, je trouve, se réduit. Et ça, pour le coup, c'est quand même très bien pour nous, Français, sachant que les deux leaders de ces équipes sont français et sont d'un très grand talent. Après, j'ai envie de dire, accumuler les bons rouleurs autour de Pinot et Bardet, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire toute la différence. Même s'ils arrivent à limiter la casse sur les chronos par équipe, il restera les chronos individuels. Et Bardet donc comme pour Pinot... toi, il n'est pas forcément capable, Romain Bardet ni Thibaut Pinot, d'aller gagner le Tour de France cette année? Peut-être, mais en tout cas, c'est de leur côté qu'ils doivent bosser le chrono aussi. Ils peuvent pas compter uniquement sur un Dillier ou un Kung qui va faire tout le travail sur le chrono par équipe, parce que déjà, ça suffira pas pour égaler les performances de la Sky ou même d'une équipe comme Mitchelton. Et ensuite, il restera toujours le chrono individuel où Bardet et Pinot seront face à eux-mêmes. On peut estimer en gros, par rapport à leur performance de l'année dernière, qu'ils perdent quoi, 1 minute 30 sur un contre-la-montre de 27 km, peut-être un peu moins, 1 minute. Ouais, je dirais que c'est 30 secondes ouais, je dirais 1 minute 30, 2 minutes. Là, allez, je vais dire sur un contre-la-montre de 30 km, je dirais 1 minute 30, 2 minutes dans les bons jours, quoi. Dans les bons jours, mais après, voilà. Après, on sait que Thibaut Pinot peut nous sortir un bon chrono et limiter la casse. Pour Romain Bardet, c'est déjà plus compliqué. On sait très bien qu'il va prendre un éclat. Ouais, voilà, mais après, moi, je crois vraiment à la FDJ, à l'arrivée de Stefan Kung pour vraiment aider Thibaut Pinot. C'est pour ça que moi, je crois à une victoire. Franchement, je vais le dire, je crois à une victoire française et je crois à une victoire de Thibaut Pinot sur le prochain Tour de France. Ah bon? J'ai vraiment envie d'y croire. Je trouve que le recrutement intelligent, Thibaut Pinot sort de sa meilleure saison. Je trouve qu'il a débloqué un truc avec ce Tour de Lombardie. Il va arriver avec le plein de confiance pour cette saison 2019. Gros recrutement de la FDJ. Il a toujours ses gars dans la montagne. Mais il lui manque encore quelque chose. Ne serait-ce que mentalement, si on regarde ses derniers échecs sur le Tour de France ou même sur le Tour d'Italie où finalement il avait moins de pression, je sais pas moins si c'est d'attentes mental, publiques. c'est plus physique en fait. Ces problèmes, c'est plus de santé et plus physique. Oui, mais est-ce que c'est pas... Pour moi, le mental, il l'a et à chaque fois, il a été trahi par sa santé et par son physique. Il y a un peu de ça, mais même sur le Giro, même sans être trahi physiquement par une maladie ou quoi que ce soit, sur les 2 années où il le fait, il fait une fois 4e, sans problème, sans pépin physique, et une fois où, admettons qu'il soit pas malade, il termine 3e. Il n'a pas non plus gagné le Giro. Et sur le Tour de France, ce sera pas plus facile. Il aura plus de pression, des adversaires encore plus coriaces, même si le plateau du dernier Giro était énorme. Je veux dire, il n'y a aucune raison que sans avoir gagné de Grand Tour jusqu'à maintenant, d'un coup, il gagne le Tour de France. Moi, je le vois pas moins fort cette année qu'un Dumoulin en montagne. Je le vois pas moins fort que... Moi, ce qui m'ennuie, ce sera l'équipe Sky. Mais est-ce qu'il lâche ces garçons-là? Est-ce que Dumoulin... pas. Le problème, ce sera le contre-la-montre. Et j'ai l'impression que la FDJ a tout mis en place pendant cette intersaison pour que le contre-la-montre ne soit plus un problème. Mais ça pourra jamais... Je pense que sur les contre-la-montres par équipe, l'écart sera moindre et que il ne sera pas forcément significatif. Il faudra voir le contre-la-montre mais sur ces 54 km de chrono, il ne pourra jamais faire jeu égal avec un Froome, avec un Dumoulin, même avec un Yates. Il ne pourra pas faire jeu égal, mais il faudra les lâcher. C'est un meilleur grimpeur, je pense, en tout cas qu'un Dumoulin. Il faudra voir avec les... Yates, il sera au même niveau sur les contre-la-montre. Beaucoup d'arrivées au sommet, notamment sur le Tour de France, on aura 5. Donc il y a la possibilité aussi de faire des différences ici. Je sens que je pourrais vous laisser parler pendant des heures de ce duel entre Pinot et Bardet. Moi, je crois forcément davantage en Bardet. Pour gagner le Tour de France, je crois davantage en Bardet, qui en a fait son rendez-vous annuel depuis plusieurs saisons, qui connaît parfaitement maintenant les rouages du Tour, qui sait comment gérer cette pression médiatique et qui s'est déjà retrouvé à jouer le maillot jaune. On se rappelle qu'en 2017, à 2 jours de l'arrivée, il est à 23 secondes de Christopher Froome et du maillot jaune. Donc après, il termine mal ce Tour de France, mais il termine sur le podium, ce que Pinot n'a plus fait depuis 2014. Moi, c'est cette année 2017 qui m'ennuie parce que s'il y avait une année où le Tour de France était bon à prendre, je pense que c'était cette année-là, avec un Oran à la rupture, mais qui a fait quand même une très belle course, et surtout un Chris Froome qui était loin d'être impérial. Complètement, on est d'accord. Et Romain Bardet l'a pas pris. Pour moi, je pense qu'il a montré ses limites sur la grande boucle, et je pense que ce sera difficile de le voir à un meilleur niveau que ce qu'il a été... en tout cas, à une meilleure place sur le Tour de France que ce qu'il a été en 2017. On aborde maintenant le programme de Julien Alaphilippe, du coup, qui en 2019 va avoir un programme, on va le comparer à celui de 2018. On a exactement le même tableau que pour Bardet et pour Pinot, avec un peu plus de courses en début de saison, évidemment, avec son profil, qui va donc commencer la saison un peu plus tôt que l'année dernière, avec un tour en Argentine, la Vuelta San Juan. Il va aller sur l'Estrade Bianche. On n'aura pas Pinot ni Bardet, mais
cette année, on aura Julien Alaphilippe, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo, et puis Tour du Pays Basque. Évidemment, les trois classiques belges, Amstel, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, et on le retrouvera sur le Tour de France. Est-ce qu'il a tiré un petit trait sur Milan-San Remo en allant sur l'Estrade Bianche, notre ami Julien Alaphilippe? Je pense pas et j'espère pas, franchement. Non, je pense pas non plus. J'aime bien l'idée de le voir sur l'Estrade Bianche, parce que pour moi, c'est un parcours qui correspond parfaitement à ses qualités, mais alors vraiment parfaitement. Après, il va faire le Tirreno un peu pour accumuler les kilomètres, je pense, et c'est le cas qu'une étape. Mais voilà, je pense que c'est une très belle. Je pense que ce programme est parfait pour préparer le Milan-San Remo. Et après, voilà, ça reste un programme classique pour lui. Rien à spécifier. Non, il n'y a rien de différent par rapport à 2018. En gros, il avait fait 8 courses en 2018 avant le Tour de France, 4 tours d'une semaine, 4 classiques. Cette année, il a 9 courses avec 4 tours d'une semaine, 5 classiques. Il y a une petite différence quand même, c'est Tirreno à la place de Paris-Nice. Et ça peut faire une différence. On dit souvent que Tirreno est la course parfaite pour préparer Milan-San Remo. On l'a vu l'année dernière avec un garçon comme Nibali, et ça s'est répété assez souvent. C'était le cas avec Kwiatkowski aussi. Donc finalement, je pense que Julien Alaphilippe, plus qu'avoir tiré un trait sur Milan-San Remo, plus que jamais, il veut la gagner cette année en fait. Il sait désormais qu'il a les qualités pour. L'année dernière, il s'est raté, il était un peu malade les jours précédents, donc il n'avait pas pu s'entraîner correctement. Sur le Poggio, il n'était pas au top, et finalement, il avait terminé par travailler pour Elia Viviani chez Quick-Step. Mais je pense clairement que cette année, ces 2 premiers mois de compétition vont être tournés uniquement sur Milan-San Remo, et qui sait qu'il sera un des grands favoris. Avec Sagan, pour moi, ce sera le favori de cette course. Comment il peut s'améliorer, Paul, en 2019, Julien Alaphilippe, pour gagner réellement? Cyril Guimard a été très dur avec lui en disant qu'il n'avait pas forcément besoin d'encore plus en faire, mais qu'il devait surtout s'améliorer psychologiquement dans la tête, savoir mieux gérer ses courses. Mieux les sentir. Mieux les sentir. Comment il veut mieux sentir ce qu'il a fait, que ce soit sur la Flèche Wallonne, que ce soit même sur Liège-Bastogne-Liège, où il a couru d'une manière parfaite pour son coéquipier Bob Jungels. Comment mieux courir que ce qu'il a fait sur le Tour de France. Après, tu as cette déception des championnats du monde, qui est quand même une réelle déception, surtout quand on sait que... Mais c'est une déception physique plus que... C'est une déception physique plus que mentale, on est parfaitement d'accord. Non, moi, ce que je veux le voir passer un cap, et tenter de passer un cap sur les grands tours. On en parlait pendant l'émission Jalabert. J'espère pas, franchement, qu'il se concentre sur la montagne et le chrono. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être essayer de le voir jouer le classement général sur la Vuelta. Moi, j'aimerais bien le voir là-dessus. Après, avec le Tour de France et les objectifs qu'il aura, c'est-à-dire conserver ce maillot à poids et claquer des étapes, je pense que ce sera difficile, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce profil de coureur qui peut briller sur la Vuelta aussi, qui peut accrocher peut-être même une victoire dans 2, 3, 4 ans sur cette épreuve. Mais il a un tel potentiel pour les classiques que je trouve que ce serait trop dommage de le gâcher en allant essayer de trop s'éparpiller. C'est déjà un coureur hyper complet. Pas maintenant, pas s'éparpiller maintenant, mais c'est pour ça que je te disais plutôt 3-4 ans. Mais là, sur les classiques, qu'il aille gagner déjà San Remo. Il est à point. Il faut bien sûr, ses objectifs principaux, c'est les classiques. Il faut qu'il aille chercher un autre monument. Il n'en a pas pour l'instant de monument. Il faut qu'il aille chercher San Remo, Liège déjà, qui correspond parfaitement. Même la Lombardie où il avait fait une très bonne place il y a un an et demi. Quel conseil lui donner, je sais pas. Sur Liège-Bastogne-Liège, c'était le meilleur l'an passé. Et si on est honnête, il fait une saison quasiment parfaite en 2018. L'année dernière, il fait une saison quasiment parfaite. C'est difficile de lui reprocher quelque chose en vrai. C'est pas moi qui le reproche, c'est Thierry Guimard. C'est pas n'importe qui quand même, les gars. Moi, je veux bien être Thierry Guimard, mais bon. Non, mais Julien Alaphilippe est encore jeune finalement. Il est en train d'acquérir l'expérience qu'il lui faut. Et sur les monuments, on sait comment ça marche. On peut pas gagner la première fois. Son podium sur Milan-San Remo en 2017 était déjà incroyable. C'était exceptionnel que aussi précocement il termine à cette place. Mais il lui faut revenir plusieurs fois. L'année dernière, il a appris dans son échec sur Milan-San Remo et je suis persuadé qu'il reviendra plus fort cette année. Sur Liège, c'est pareil. Il apprend d'année en année et quand on regarde le palmarès d'un Peter Sagan, il a gagné le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, mais pas dans les premières années. Et puis Liège, l'année dernière, s'il n'a pas Bob Jungels, je pense qu'il le gagne haut la main sans problème. Après, c'est qu'un avis, mais il avait l'air quand même de se balader facilement sur cette classique. Bon, on retrouvera Julien Alaphilippe avec la première course de la saison le 27 janvier et on va se demander, hormis Pinot, Bardet et Alaphilippe, quels Français vont nous surprendre ou non. C'est les bonifications pour terminer l'émission. Qui veut commencer, droite, gauche, qui a envie de nous dire quel Français va le décevoir pour ce début de saison 2019. Commençons pas toi, Paul, mais mets-nous une bonne ambiance sur le plateau. Non, mais encore une fois, et on en parlait hier avec Robin,
c'est peut-être un peu tiré sur l'ambulance, mais je vois Warren Barguil encore s'empêtrer un peu plus cette année avec son équipe Arkea Samsic. Je vois pas comment il va pouvoir redresser la pente après son année dernière. Il a quitté la Sunweb, qui était quand même un environnement parfait pour s'épanouir. Lui, qui était à l'époque un jeune coureur avec des coureurs de talent et d'expérience à côté de lui, de Michael Matthews à Tom Dumoulin, en passant par Kelderman. C'était pour moi l'équipe parfaite dans laquelle il avait réussi à se faire un rôle, en fait, dans laquelle il avait réussi à négocier d'être un leader sur un grand tour. C'est quand même pas rien quand on parle d'un Tom Dumoulin ou d'un Kelderman. Après, il fait ce choix de rentrer chez lui en Bretagne, de retourner dans une équipe continentale pro. L'année dernière, on s'est dit, on était inquiets, on parlait de ses barbecues, de ses merguez, etc. en début de saison. C'était peut-être pas la préparation la plus optimale. Et D'ailleurs, là-dessus, moi, je disais que c'était à peu près que c'était normal en début de saison et que je le voyais se reprendre. On sait toujours que quand on rentre chez soi, moi, quand je vais chez ma mère à l'île de Ré, je sais que je mets les pieds sous la table, elle me fait à manger, elle me fait ma lessive et j'en branle pas une. Bah, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il est rentré chez lui et il s'est laissé un peu aller au niveau peut-être des entraînements. Je sais pas, je suis pas à l'intérieur de tout ce qu'il vit, de son programme d'entraînement, etc. Mais je pense qu'on aura du mal, encore une fois cette année, à retrouver le Warren Barguil d'il y a 2 ans. Il va reprendre sa saison, Warren Barguil, en Espagne avec le Trofeo San Salines le 31 janvier. Quelle sera ta déception à toi, Romain ? Alors moi, j'ai pointé Arnaud Démare, parce que j'ai peur finalement, après ces 2 dernières saisons, je vois que ça fait plaisir à Paul, j'ai peur qu'après ces 2 dernières saisons, où on a déjà attendu beaucoup de lui, où il a gagné des étapes sur le Tour de France, il y a eu aussi il y a 3 ans sa victoire sur Milan-San Remo, j'ai peur que cette année, il ait plus de mal. Par sa faute en partie, mais aussi par les choix que la FDJ a fait, avec Thibaut Pinot qui va se concentrer sur le Tour de France. C'est quand même une petite épine dans le pied d'Arnaud Démare, si on peut dire, parce que l'équipe de la FDJ sur le Tour de France sera du coup divisée. Arnaud Démare n'aura pas 7 coureurs pour l'entourer, et ça va faire une grosse différence dans les sprints. Ensuite, il va aller sur le Giro, donc il arrivera sur le Tour de France moins frais. Donc pour moi, et ensuite, si on parle des classiques, qui est son autre grand objectif, il manque sûrement encore d'expérience, il manque de force sur les pavés pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui sont dans un coin de sa tête. Pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu juste. Donc en fait, si on combine tout ça, j'ai peur qu'on voit une saison d'Arnaud Démare peu prolifique en victoire et notamment en grande victoire. On va découvrir rapidement son calendrier. Il a un calendrier d'ailleurs qui est solide, parce qu'il veut faire Tour d'Italie, Tour de France, Paris-Roubaix avec une série de classiques et notamment Milan-San Remo avec Paris-Nice avant. Paul, est-ce que tu peux nous dire qui sera selon toi ta belle surprise après avoir cassé Barguil et Démare? Messieurs, je veux vous entendre un peu pousser derrière nos coureurs français, non? Ce ne sera pas une belle surprise, puisque ce ne sera pas une surprise, mais je voulais parler de Pierre Latour. Pierre Latour, qui est un coureur que moi j'adore. Je trouve que c'est un coureur moderne dans le profil, très bon rouleur, bon grimpeur, maillot blanc du dernier Tour de France. Il ne fait que progresser, il a l'air d'avoir un mental d'acier. Je suis déçu, voilà, c'est plus pour ça que je vais en parler, c'est que je suis déçu qu'AG2R ne le mette pas en leader sur une course à étape de 3 semaines, que ce soit sur le Giro ou sur la Vuelta. Oui, parce qu'il va faire le Tour de France. Il va faire le Tour de France à côté de Romain Bardet, mais pour l'instant, il n'est pas prêt sur le Giro, ça c'est sûr. Non, il est pas et pour la Vuelta, on ne sait pas Il encore. va faire Romandie, Dauphiné, Tour de France. Et je suis un peu déçu de ça, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le coureur d'avenir et peut-être même le coureur capable de ramener un grand tour à la France dans les années à venir. Après, il n'a que 25 ans. Il n'a que 25 ans, mais les années passent. Les années passent. Pinot et Bardet, à 25 ans, ils étaient sur le podium. Enfin, Pinot était sur le podium du Tour. Oui, mais Bardet était 5e. Je crois que le choix d'AG2R pour l'instant, on le gagne très tard. Evans a gagné à 33 ans, Thomas a gagné à 32 ans, Sastré 32 ans, Nibali 30 ans. Disons qu'il a 25 ans, il a le temps. Je crois que pour l'instant, AG2R veut vraiment en faire un équipier de luxe de Romain Bardet et ça n'a pas l'air en effet d'être dans leur plan de lui donner carte blanche. Ouais, donc si lui s'y retrouve, tant mieux. Comme tu l'as dit, il a encore le temps. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce Pierre Latour, on tient quand même le coureur d'avenir, le coureur capable de nous faire gagner un grand tour. Peut-être sur la Vuelta, après on verra. Et toi, Robin, quel serait le coureur que tu vas suivre et que tu as vraiment envie qu'il explose cette année? Je reste chez Groupama FDJ et je voulais souligner l'évolution que j'espère de Valentin Madouas, donc 22 ans, qui est un profil un peu hybride, puncher-sprinter, et qui a fait une première saison complète très très satisfaisante l'année dernière, en 2018. Donc il vient de Bretagne séchée, Valentin Madouas. Tout à fait. Et donc
il avait été néo-pro, enfin il avait été stagiaire en 2017 et néo-professionnel en 2018 et il a performé à peu près partout où il a été aligné et on voit que Marc Madiot lui fait beaucoup confiance. Sur les manches de Coupe de France, il a été très présent, deuxième de Paris-Camembert derrière Calmejane, il a gagné Paris-Bourges devant Coquard et Laporte. Deuxième de Paris-Camembert. Tout à fait. En général, quand on termine deuxième de Paris-Camembert, c'est que ça sent bon. Cinquième de Paris-Tour. Hein, Ouais, qui est une course vraiment... C'est ça, il a fait de vraies performances sur les courses d'un jour. Et en plus, Marc Madiot lui a fait découvrir le World Tour assez rapidement. Il était au Pays Basque, il était au Strade Bianche, il a fait les 3 Ardennaises, le Grand Prix de Plouay, les classiques canadiennes. Donc il a emmagasiné beaucoup d'expérience. Justement, sur Paris Tour, Paul t'en parlait, on l'a vu dans le groupe de devant, on en a parlé pendant toute la course, on était un peu surpris qu'il soit là, mais je pense que ça va devenir de moins en moins une surprise de le voir à l'avant. Sur Paris Tour, il est dans le groupe avec les Terpstra, les Nassen, il finit avec Nassen à l'arrivée. Enfin, c'est du tout bon ce jeune coureur, il a que 22 ans. Hein. Et Marc Madiot est très normalement protecteur avec ses jeunes coureurs. Il a mis du temps avant de lancer dans des grandes courses les Boigny, Desmar, Pinot, même Gaudu. Et avec Madouas, j'ai l'impression qu'il va un peu plus vite. Il doit avoir vraiment une grande confiance en ce jeune coureur. Alors quel profil on pourrait... Moi, c'est la question que je me pose toujours avec ces jeunes coureurs qu'on connaît encore mal. Madouas, on l'a vu vraiment briller sur des finishes, on l'a vu briller aussi sur des courses semi-classiques. Il a l'air de s'orienter vers un profil classique, vers un profil à étapes, avec des préparations sur des classiques. Notamment, là, il va faire le Grand Prix La Marseillaise et il va enchaîner ensuite sur l'Étoile de Bessèges. Donc, des petites courses par étapes françaises. J'ai l'impression qu'il veut le tourner un peu comme des coureurs comme Léo Vincent, par exemple, de la même Je pense qu'il est plus quand même destiné aux courses d'un jour. J'ai l'impression, avec ses résultats de 2018, il a fait quelques courses par étapes. En tout cas, il fait les deux, hein, parce qu'il va faire le Tour du Pays Basque, il va faire l'Amstel Gold Race. Et d'ailleurs, sur le Pays Basque l'année dernière, il est loin d'être ridicule. Il n'est pas du tout dans les temps d'un sprinter. Mais je pense vraiment que c'est un puncher sprinter. Après, son profil va s'affiner avec les années et de toute façon, à la FDJ, il va être bloqué un peu sur certaines courses. Il va pas pouvoir aller être sprinter sur le Tour de France avec la présence de Desmar. Donc, il va devoir s'adapter à ça aussi. Mais je pense qu'il est assez hybride et qu'il peut briller sur des profils très variés. Eh bien, messieurs, on suivra ça avec attention et n'hésitez pas, vous, de votre côté aussi, dans les commentaires sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, de nous dire quel coureur, selon vous, va performer ou ne pas performer chez les Français, qui de Thibaut Pinot, qui de Romain Bardet ou de Julien Alaphilippe sera le meilleur Français cette saison. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé des vidéos Jalabert et notamment aussi du top 10 des transferts. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. À toi Merci aussi, Joseph. Encore été excellent. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Salut les gars.